Bonjour à tous. L'exposition des trésors royaux pillés au temps de la colonisation par la France et restitués au Bénin depuis le 10 novembre dernier va finalement démarrer à partir du 19 février prochain. Mais pour l'heure, beaucoup de Béninois ne connaissent pas encore les modalités de cette exposition et se posent mille et une questions. C'est justement pour savoir davantage les dispositions pratiques prises par les autorités que nous recevons aujourd'hui le chargé de mission du chef de l'État patrimoine et tourisme pour en parler, José Plia. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. Je co-anime cette émission avec Gauthier Cédodé. Bonjour. Bonjour Alassane Sanébio. Merci d'être là à vous. C'est un plaisir. Bonjour à vous, Monsieur José Plia. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Nous sommes aujourd'hui à 2 semaines donc, du vernissage de l'exposition des 26 trésors royaux et qui va démarrer donc le 20 février. Alors, que peut-on retenir aujourd'hui du niveau d'exécution des travaux d'installation? Merci à vous, merci de votre invitation et merci de donner l'opportunité d'expliquer au très large public comment nous nous préparons depuis plusieurs mois à cet événement majeur. Le niveau d'exécution, il est évidemment très avancé, on est dans la dernière ligne droite. Il y a un enjeu international à cette exposition. Le chef de l'État s'y était engagé le 10 novembre devant les Béninois et devant le monde à présenter ces objets dans les meilleures conditions. Vous savez, c'est des objets qui ont plusieurs siècles d'existence, ils sont fragiles. Les gens étaient parfois sceptiques en disant on a reçu des caisses, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils vont pouvoir voir ce qu'il y avait dedans, mais il fallait que ce qu'il y avait dans ces caisses, ces trésors, puissent s'acclimater à nouveau après toutes ces années d'exil, ces siècles d'exil. Et les plus grands spécialistes se sont penchés dessus. On les a mis, c'est vraiment des trésors au sens fort du terme, on les a mis dans les meilleures conditions, dans des vitrines, et les gens vont pouvoir les découvrir. Toutes les vitrines sont installées, les objets sont sortis de leur caisse et ont été mis. On est maintenant dans la phase de création des lumières pour pouvoir les mettre dans de bonnes conditions, tout l'environnement. Donc ça, c'est déjà fait. Mais ce qu'il faut tout de suite dire également en termes d'exécution au public, au grand public, c'est que le chef de l'État a voulu saisir l'opportunité de la présentation de ces trésors aux Béninois et au reste du monde pour présenter aussi les descendants de ces grands créateurs qu'ont été les artistes de la cour royale, c'est-à-dire les artistes et les plasticiens d'ici, d'aujourd'hui, ceux qui vivent avec nous, les hommes et les femmes qui créent comme leurs ancêtres des œuvres plastiques importantes. Et c'est l'originalité de cette exposition. Elle est en diptyque. Il y aura les 26 dans une salle et tout de suite après, il y aura une centaine d'œuvres de plasticiens béninois qui vont être en regard de ces 26 trésors royaux. Donc nous sommes très bien avancés et nous serons prêts pour le 19. Alors 19-20, le 19 c'est le vernissage, donc c'est l'inauguration officielle en présence du chef de l'État et des personnalités. Et à partir du dimanche 20, c'est l'ouverture au grand public. Oui, l'ouverture au grand public, les œuvres sont venues, je le disais tantôt en tout cas depuis novembre passé. Vous avez parlé de temps d'acclimatation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, sur le plan technique scientifique, qu'aujourd'hui l'acclimatation est déjà une réalité, qu'il n'y a pas de souci maintenant par rapport à cet aspect de la chose? Absolument. On peut vous rassurer, on peut rassurer tout le monde sur cet aspect-là. Il a fallu bien 2 mois pour que cette acclimatation se fasse. Il faut savoir que la plupart des objets sont en bois. Le bois est une matière vivante. C'est une matière qui, vous voyez bien, en armatan, le bois peut se rétrécir et puis quand il y a beaucoup d'humidité, il peut se gonfler. Donc c'était important que l'hydrométrie soit adaptée et que des objets qui ont été dans le froid pendant tout ce temps-là, retrouvant l'humidité, ne se cassent pas, etc. Vous voyez, c'est des choses très pointues. Donc on a vraiment pris le temps de leur donner une continuité de température même dans les caisses où elles étaient, il y avait un système d'emballage qui les préservait dans une certaine température. La salle où elles ont été stockées depuis le 10 novembre était dans une salle climatisée en permanence pour leur permettre de garder les mêmes températures d'où ils ont passé 3 siècles, entre guillemets. Et puis là maintenant, on les a déplacés dans les vitrines et il y a des mesures qui sont mises en place tous les jours. Les équipes de la NPT sont là et vérifient que la température est la bonne, etc. C'est très précieux, c'est des trésors, c'est normal, c'est très précieux et nous veillons à cela
parce que c'est quelque chose, d'abord c'est un engagement du chef de l'État personnellement à prouver à nous-mêmes et au reste du monde que cet argument qui consistait à dire on va leur rendre et ils ne seront pas capables de s'en occuper, il est balayé. Nous avons les meilleurs techniciens, les meilleures techniques pour que ces objets soient bien conservés chez nous et que les générations futures qui ont pu les voir en France pendant des années puissent les découvrir ici dans leur terre natale, dans de meilleures conditions. Oui, si vous permettez, Gauthier, Sedodé, avant de poser votre question, puisque on a vu que l'exposition a été reportée. Ce n'était pas le 20 qui était annoncé. On parlait du mois de janvier. C'est vrai, les raisons étaient évoquées en son temps, mais puisque c'est le moment maintenant de passer à l'acte, qu'est-ce qui a pu motiver ce report-là en son temps, pour rappeler cela aux téléspectateurs? Pour rappeler aux téléspectateurs, le report a été souvent lié non seulement à cette nécessité de l'acclimatation. C'est vrai qu'on aurait pu commencer l'exposition en janvier parce qu'on avait dit 2 mois d'acclimatation. C'est ce qu'on avait annoncé, 10 novembre, 10 janvier. Et il y avait une première date au 10 janvier. Et nous étions prêts pour les 26 objets. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons une exposition diptyque où il y aura les 26, mais également 100 objets de 34 plasticiens béninois contemporains vivants. Et vous comprenez bien que 100 objets, 34 plasticiens béninois vivant ici, mais également dans la diaspora, à rassembler, faire venir des œuvres, leurs œuvres parfois de France, d'Europe. Certains sont très connus en Allemagne. Voilà, l'acheminement et leur construction de cette deuxième partie de l'exposition a demandé un peu plus de temps. Même la scénographie de cette deuxième exposition a demandé un peu plus de temps. Et comme on voulait à tout prix montrer les deux en même temps, on a fait patienter les 26 pour que le public ait un regard global et général sur l'ensemble de la proposition. Alors, au regard de l'image de prestige que présente actuellement la salle d'exposition, puisque le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts allait voir un peu le niveau d'exécution des travaux, eh bien, on peut dire qu'il se note une mobilisation donc très forte, non seulement en moyens humains, matériels, mais aussi financiers. Oui, absolument. C'est un effort exceptionnel qui est fait par le chef de l'État, par le gouvernement. Pourquoi? Parce que vous comprenez, souvent dans beaucoup de pays, et singulièrement dans nos pays africains, on considère l'art et la culture comme la dernière roue du carrosse. C'est souvent les budgets dans les ministères, un budget à la marge. Alors que ce qui reste au bout du compte de l'histoire d'un peuple, c'est l'art et la culture. C'est ce qui, vous voyez, on va construire des routes, on va faire des ponts, mais ce qui va demeurer, et vous voyez bien que s'il y avait des routes et des pistes à l'époque des rois, elles ont toutes été transformées aujourd'hui, alors que ce qui reste de leur histoire, c'est les arts, la culture. Vous voyez, donc c'est pour ça que ce chef de l'État, ce gouvernement ont compris cela, qu'au-delà du grand développement global et générique qui se fait au niveau du Bénin, les routes, l'eau, l'électricité, c'est très important. C'est aussi penser que notre âme, comme a dit le chef de l'État, notre histoire mérite bien qu'on mette les moyens qu'il faut pour que ce soit une vitrine, d'abord pour nous-mêmes, pour notre identité, mais aussi pour le reste du monde. Donc vous avez parlé de moyens financiers, ils sont importants. Vous avez parlé de moyens humains, c'est plusieurs équipes différentes dans différents secteurs qui travaillent, que ce soit à la NPT pour le patrimoine, que ce soit à la Galerie nationale pour les arts contemporains. Ce sont des experts béninois, mais aussi internationaux, des scénographes, des muséographes. Voilà, c'est toute une équipe, sans parler de la partie médiatique, qui autour, sous l'autorité du chef de l'État, parce qu'il pilote cette opération personnellement, en délégation avec le ministre du Tourisme, et puis ensuite donc tous les maillons que je viens de citer, qui sont à l'œuvre depuis plusieurs mois pour rendre la magnificence de ces objets aux Béninois. Puisque Gauthier parlait aussi de moyens matériels, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes convaincu de la capacité de la salle d'exposition à contenir tout le public qui sera mobilisé? Parce qu'à partir du 20, vous l'avez rappelé, ce sera ouvert au public, ou bien il y a une organisation peut-être qui va permettre aux citoyens ou bien aux visiteurs d'être en nombre restreint, ou bien ça a été déjà catégorisé en termes de nombre, ou bien vous comptez effectivement sur la capacité de la salle d'exposition à contenir tout le monde? Oui, alors on a fait des scénarios et c'est toujours normal quand on veut faire un projet comme ça, on fait des scénarios. Il se trouve que
nous ne sommes pas dans un musée comme les autres, nous sommes à la présidence de la République. Lorsque vous avez un musée qui est dédié à ça, vous avez des heures et des jours d'ouverture. En règle générale, dans le monde, les musées ferment les mardis parce que c'est le jour où les équipes administratives font de la maintenance, mais du mercredi au lundi, et singulièrement les week-ends, c'est ouvert au grand public. Il y a même ce qu'on appelle des nocturnes pour que les gens qui ne peuvent pas dans la journée viennent. Ça, c'est la vie des musées. Ici, nous sommes à la présidence. Le chef de l'État a voulu que cette présidence, qui est le palais du peuple, puisse être ouverte aux populations. Donc, il y aura à la fois, j'ai envie de dire, pour les populations, une triple découverte. Il y aura la découverte du palais qui est en travaux depuis longtemps. Les Béninois sont curieux, ils ont déjà vu plusieurs images et vous allez voir la magnificence de ces jardins qui ont été vraiment sublimés parce que c'est la vitrine aussi d'un pays, un palais de la présidence. Donc, les gens vont pouvoir découvrir. Et le chef d'État a souhaité que les gens puissent déambuler dans les espaces jardins, se prendre en photo, se dire « c'est chez nous ». Ça, c'est la première découverte. Donc, on va pouvoir se garer en entrant par le CNHU. Il y a des parkings qui sont prévus. Les voitures se garent, les motos, les piétons, on se gare. Puis, évidemment, comme on est dans le palais de la présidence, il y a une première guérite où les gens vont pouvoir faire des contrôles. C'est normal. On va vous demander une pièce d'identité et on vous donne un badge. Je rappelle que pendant les 3 mois que va durer cette exposition jusqu'au 22 mai, c'est gratuit. Les heures d'ouverture seront du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sachant que ce sera 10h, 18h. 10h, 18h, et les gens pourront venir. On attend les scolaires, bien sûr. Il y aura des groupes de scolaires qui viendront. Il y aura des accompagnements pédagogiques. Et puis le tout public. Donc, pour reprendre votre question, les gens arrivent, première guérite à l'entrée, et puis on traverse maintenant tous les jardins de la présidence. On déambule pour accéder à la salle des fêtes. Il y a 2 salles attenantes, la salle des fêtes et la salle du peuple. Donc, les gens déambulent dans les jardins, ils circulent, ils arrivent par groupe. Là également, une deuxième fouille sera faite, très simple, et les gens pourront rentrer. Alors, il y aura un système avec des talkie-walkie. Les gens qui sont à l'extérieur, qui ont fait la première guérite, diront « on a un groupe de 200 personnes ». Les autres là-bas qui vont accueillir disent « bon, la capacité de… en même temps, on dirait que dans la salle des fêtes, là où il y a les 26 objets, on peut mettre 100 personnes en même temps. Donc, s'il y a 200 personnes, forcément, les 100 autres attendront leur tour et puis on fera rentrer par petits groupes. Donc, tout est vraiment séquencé, structuré pour qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente. S'il doit y avoir de l'attente, les conditions d'accueil seront faites pour que les gens aient de l'eau à boire, qu'ils puissent s'asseoir s'il y a des personnes âgées. Et puis, on essaiera de faire un roulement pour que la majorité des gens puissent vraiment voir. On appelle les gens à venir nombreux, mais on peut s'inscrire en ligne, puisque nous sommes au temps des réseaux sociaux ou d'Internet, pour prendre une réservation, mais on peut aussi venir librement. Quand on vient librement, l'attente peut être un petit peu plus longue, mais l'idée, c'est vraiment de fluidifier et puis surtout de dire aux gens, ne vous précipitez pas tous trop les premiers jours. Il y a 3 mois d'exposition. Donc, il y a vraiment le temps pour que l'entièreté des Cotonois, des Béninois du nord au sud puissent venir. Et puis, on attend, on aura l'occasion d'en parler, beaucoup d'étrangers, de presse internationale et de visiteurs étrangers. Oui, vous parlez d'inscription en ligne. Est-ce que si vous vous inscrivez, vous dites l'heure à laquelle vous souhaiterez visiter l'endroit, on pourra vous répondre immédiatement ou comment est-ce que ça va se passer? Absolument. Vous faites une inscription en ligne, vous dites, voilà, nous sommes un groupe de temps, nous voulons venir tel jour à telle heure. Votre demande est prise en compte et il y a à la guérite d'accueil la liste de ces gens qui se sont enregistrés et identifiés et ils ont un accès évidemment plus aisé. Les réservations, comme toujours, hein, plus vous réservez et mieux vous êtes accueillis. C'est beaucoup mieux que d'arriver à l'impromptu. Donc ce sera absolument géré. C'est une plateforme qui est gérée par notre service des réseaux sociaux et les gens qui auront réservé seront pris en charge de manière spécifique. Donc on incite beaucoup à cette prise de rendez-vous pour pouvoir visiter l'expo en ligne. Nous allons peut-être revenir tout à l'heure sur les conditions à remplir donc, pour être accepté à l'intérieur. Mais avant cela, moi je m'intéresse beaucoup plus aux équipes qui ont travaillé. Il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé. Quelle a été leur configuration et leur stratégie opérationnelle? Alors, pour une exposition en règle générale, il y a plusieurs acteurs qui sont mobilisés. Le premier, c'est évidemment le lieu où ça va se faire. On a parlé, habituellement c'est les musées, là il se trouve c'est la présidence. La présidence, les 2 salles de la présidence, salle des fêtes et salle du peuple, se transforment en musée éphémère pendant 3 mois. Donc le lieu, il a donc fallu identifier le lieu.
Ensuite, quand on identifie le lieu, on met les deuxièmes équipes qui entrent en ligne de compte. Ce sont évidemment ce qu'on appelle les scénographes, c'est-à-dire ceux qui vont dessiner le parcours et la circulation du public autour des œuvres. Où est-ce que les œuvres vont être placées? Comment elles vont être éclairées? Comment on va mettre ce qu'on appelle des cartels, c'est-à-dire des petites cartes qui expliquent, parce que vous venez visiter, vous comprenez, ça c'est le trône de Guézo, telle année, il a été fait, etc. C'est ce qu'on appelle des cartels, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les scénographes. Ils travaillent, ils sont en binôme avec ce que je viens de dire, les muséographes. Le muséographe, c'est celui qui va dire, le trône, on va le mettre plutôt dans telle vitrine et il y aura telle ou telle explication. Donc ça fait troisième mouvement. J'ai dit le lieu, les scénographes pour la circulation, la déambulation, les muséographes. Et puis maintenant, il y a toutes les équipes de médiation. Une exposition, si vous vous contentez de poser les choses comme ça, les gens ne comprendront pas. Il faut donc expliquer. Il y aura des médias. Alors, quand on est un habitué des musées, on lit, on se débrouille tout seul, mais l'immense majorité a besoin qu'on lui explique. Donc, il y aura des médiateurs qui seront là, des équipes qui prendront les groupes en charge et qui leur expliqueront, qui répondront à leurs questions pour que les gens comprennent. Il y a bien sûr les sapeurs-pompiers, parce qu'on est dans un lieu qui accueille du public, donc il faut voir les issues de secours. Il y a, parce qu'on est à la présidence, la sécurité. Même quand vous allez dans un musée, aujourd'hui, vous avez des équipes de sécurité. Il y a il y a la sécurité extérieure, mais il y a la sécurité intérieure. Certains objets sont fragiles. Les publics non habitués ou les enfants peuvent avoir tendance à courir et puis on peut vouloir faire tomber un vase précieux. Donc, il faut là également une sécurité pour protéger les objets. Il y a évidemment d'autres choses qui sont un peu plus en back-office, qu'on ne voit moins. C'est tout le travail qui a été fait. Si vous recommencez à regarder dans la ville de Cotonou et même de Ouidah où j'étais hier, vous avez des panneaux 4x3 où il y a des affiches qui présente l'exposition, c'est de la communication. Donc, il y a eu ce travail de communication qui s'est fait en parallèle. Communication affichage, mais aussi communication radio, communication télé et communication à l'international. Ça fait partie de l'écosystème. Et bien sûr, puisqu'on est sur des objets contemporains également, il y a les artistes, la sélection de leurs œuvres. Nous avons énormément d'artistes. Il y a un commissariat, c'est-à-dire les gens qui sélectionnent. Je ne parle pas des 26, je parle des contemporains. On avait 3000 œuvres à exposer. On ne peut pas mettre 3000, on fait une sélection d'une centaine. Donc le commissariat, c'est un comité qui travaille à sélectionner par rapport à une histoire qu'on veut raconter. La sélection n'est pas une sélection arbitraire, j'aime celui-là, je n'aime pas celui-là. C'est quelle est l'histoire qu'on veut raconter. Et l'histoire qu'on veut raconter, c'est nous avions un trésor ancestral, que sont les trésors royaux qui rentrent. Des artistes ont travaillé sur ces trésors pour les rois à une époque donnée. Comment ces trésors ont inspiré nos artistes contemporains? Quand on va rentrer dans l'espace contemporain, on va découvrir ce qu'on appelle les artistes qui se sont directement inspirés de la tradition. On appelle ça récurrence. Ils ont répété avec leurs moyens modernes les thématiques de la tradition. Ce sera le premier îlot, la première phase d'artistes contemporains qui ont été plutôt dans la continuité de l'héritage ancien. Puis il y aura un deuxième îlot où on va voir des artistes on appelle ça transition. Ce sont des artistes qui sont encore un pied dans la tradition, mais commencent à trouver une forme d'émancipation. Et dans les outils qu'ils utilisent, les matières, vous verrez que dans les trésors royaux à l'époque, c'était bois, fer, pour les assins, bois pour les trônes. On avait des matières un peu basiques comme ça qui étaient utilisées. Et puis le canevas pour les tenues d'Amazon, etc. Donc on va voir ça. Et on va se voir que dans Transition, les artistes continuent à utiliser un peu ces matières, mais déclinent aujourd'hui des matières contemporaines. La toile, les tableaux, des choses qu'il n'y avait pas à l'époque. Ça, c'est la phase transition. On va donc découvrir un certain nombre d'artistes qui ont travaillé cette transition. Et puis, le troisième îlot et le dernier qu'on va découvrir, c'est les artistes contemporains qui se sont totalement émancipés. On appelle ça hybridation. Ils se sont à la fois émancipés des thèmes. Ils ne parlent plus forcément du vaudou, ils ne parlent plus forcément des rois et des esprits. Ils parlent de choses, on va dire, plus contemporaines, plus existentielles. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils se mettent eux-mêmes en scène, vous voyez, ils ne sont plus au service forcément d'une thématique. Et c'est donc montrer comment, depuis le XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, où ces œuvres ont été créées, jusqu'à nos jours, il y a eu les tresseurs de cordes.
l'ancienne a donné une tradition. C'est de là que tous ceux-là sont partis pour trouver leur identité. C'est un peu ça qu'on veut raconter. Et ça, si les gens viennent et qu'on ne les prend pas par la main pour leur raconter, ils verront une succession d'objets sans comprendre. Et c'est ce qu'on appelle le commissariat à travailler à cela. Il y aura des panneaux pour ceux qui peuvent lire, mais pour beaucoup de gens qui sont peut-être analphabètes, il y aura des explications en langue fond pour leur expliquer tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que c'est en langue fond seulement ou bien il y aura, puisque les Béninois, il y en a qui peuvent ne pas peut-être parler le fond, absolument. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises? Bien sûr, bien sûr. On a déjà dans les spots et les spots radio, télé et même les capsules WhatsApp qui se diffusent, les 7 langues canoniques du Bénin sont représentées. Voilà, pour faire la communication. Et évidemment, le public qui viendra, il y aura des médiateurs qui parleront différentes langues pour pouvoir faire cette médiation. C'est un point très important parce que si vous faites une médiation dans une langue que les gens ne comprennent pas, vous avez également échoué. L'idée d'un musée, c'est un lieu de vulgarisation, de démocratisation de l'art. Donc, on doit donner tous les moyens pour que les gens aient accès à ce qu'on veut raconter. Oui, quel est le temps de visite? Est-ce que c'est défini ou bien ça dépend du nombre de visiteurs? Comment est-ce que tout cela sera organisé? Nous avons fait des simulations, évidemment, et nous sommes aujourd'hui pour les 2 expositions, le diptyque, les trésors royaux puis le contemporain. On est dans une simulation de 1h30 de visite, en sachant que 1h30, comme je l'ai dit, si on est à un pic, il y a la salle des fêtes où il y a les 26 peut accueillir en même temps 100 personnes et la salle du peuple qui est beaucoup plus grande, 1500 mètres carrés d'espace, peut accueillir 200 personnes. Donc on peut dire un groupe de 300 personnes, 1h30. Vous voyez? Voilà, ça donne à peu près la jauge et comment les choses doivent être faites de manière fluide pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. Mais oui, les dispositions sont prises pour que le maximum de gens puissent venir et que ça ne soit pas trop pénible non plus. Parce que, bon, il faut piétiner, il faut marcher, il faut circuler. Il y a des personnes qui ont des difficultés pour marcher. On a tenu compte de tout ça. Au cours de l'exposition, vous avez des bancs pour permettre aux gens qui ont envie de se poser, de s'asseoir avant de reprendre. Il ne faut pas non plus, vous savez, une exposition, c'est beaucoup d'informations. Donc l'idée, c'est aussi aux gens, parfois vous allez avoir un tableau qui va vous raconter quelque chose de personnel. On n'a pas envie de courir. On peut prendre le temps de s'asseoir, regarder le tableau, méditer avant de continuer. Donc tout ça est prévu pour que les gens puissent avoir une expérience unique. Alors vous parlez d'une exposition diptyque, une notion auquel beaucoup ne sont peut-être pas habitués. Quelle est la particularité donc de ce format ou ce modèle d'exposition et implication dans le montage donc de l'exposition? Oui, c'est une bonne question également. Vous avez, le diptyque, c'est un concept qui dit 2 en 1. Voilà. Vous allez, on aurait pu dire, tiens, on fait l'exposition des 26. Et puis quelques mois plus tard, on fait l'exposition des contemporains. On aurait eu 2 événements séparés. Là, on a voulu faire 2 événements en un seul. C'est ce qu'on appelle un diptyque. On vient découvrir les trésors royaux et on enchaîne sur la découverte des trésors contemporains. C'est ça l'idée du diptyque. Donc, et c'était une volonté très forte du chef de l'État de montrer que, vous savez, souvent, on a entendu à la marge des critiques de gens qui disent « oui, mais nous, on a faim et on va ramener des objets qui datent d'il y a 3 siècles. » Le Béninois est assez moqueur sur ces choses-là. C'est pour montrer que, d'abord, le passé, c'est très important pour savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Et ce n'est pas qui nous sommes, d'où nous venons, ce n'est pas seulement une idée ou une transmission orale, c'est aussi des choses concrètes. Ces objets racontent l'histoire de notre pays. Et c'est important que les jeunes sachent d'où on vient et qu'on soit fiers de l'identité, de la force. Quand les gens verront le trône de Guézo en vrai, ils n'en reviendront pas. On voit les photos partout, mais il faut être devant cet objet qui est monumental. Tout le monde se dit, mais comment ils faisaient les rois pour monter sur ce trône qui est très haut, qui est sculpté, qui a un travail d'artistes et d'artisans absolument exceptionnel. Donc ça, c'est important. Et les objets du passé sont là, et c'est la volonté du chef de l'État, pour dire que le présent n'est pas oublié. Voilà. C'était, vous voyez, on a ramené le passé pour raconter aussi le présent. C'est parce qu'il y a eu ces artistes-là que ça a insufflé un génie qui s'est transmis
Alors qu'on n'a même pas d'école encore de beaux-arts et de formation, mais il y a quelque chose de très fort qui s'est transmis et on a voulu montrer ce rapport entre le passé et le présent et on espère le futur pour les nouvelles générations. On espère que dans les écoliers qui viendront, certains voyant ces objets et ces plasticiens contemporains soient inspirés pour devenir les créateurs de demain. Certainement que cette exposition n'est pas seulement ouverte aux nationaux. Est-ce que des touristes étrangers peuvent venir à cette exposition? Bien et entendu. quelles sont les conditions pour qu'ils Bien puissent entendu. assister? Dans le projet initial d'ouvrir l'exposition autour du 10 janvier, il y avait la volonté de profiter de nombreux touristes qui viennent pour la fête du Vaudou, pour qu'ils puissent également découvrir ces objets-là. Les touristes occidentaux, français singulièrement, ont eu l'opportunité de voir ces objets quand ils étaient au musée de l'Homme, puis au musée du Quai Branly, et notamment quand il y a eu la restitution en octobre, il y a eu une grande cérémonie, les objets étaient exposés, etc. Donc les Français, bon, on va dire, ont eu, et puis les Européens qui pouvaient venir en France, ont pu les voir. Aujourd'hui, notre souci, il est toujours international, bien entendu, mais il est aussi sous-régional. Notre objectif, c'est que des Nigérians, des Sénégalais, des Ivoiriens, nos frères africains viennent également, qui n'avaient pas la possibilité de le voir en France, viennent voir ces objets. Bien sûr, on attend beaucoup de monde. Les week-ends sont propices. Abidjan, c'est 1 heure de vol. Donc, on peut tout à fait venir en week-end, passer du temps au Bénin et puis aller découvrir ces objets. Il va déjà y avoir, dans la stratégie de gouvernement, le vernissage du 19, mais surtout ce qu'on appelle le preview, le 18. Il y a une cérémonie un peu privée où on a justement les journalistes et les collectionneurs de musées internationaux sont invités. Parce que eux, ce sont des médiateurs pour aller promouvoir l'événement dans leur pays. Et du coup, venant très tôt, ils vont pouvoir faire des papiers, des images, des photos qu'ils vont aller reventiler au Sénégal, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire ou en Corée, parce qu'on a des gens qui viennent de partout. Et on espère que sur les 3 mois, des gens qui ont vu les reportages de ces journalistes qui ont fait l'expo le 18 viennent, programment leur arrivée. Et vous voyez là également le lien entre culture et tourisme. Vous voyez, votre question, c'était, est-ce que c'est ouvert aux touristes? Évidemment, parce que ça va créer de la richesse. Ces gens qui vont venir de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, ils vont bien dormir dans des hôtels, manger dans des restaurants, et ça crée une économie. Comment l'art devient un ferment de création de richesse par le fait que les gens viennent pour une exposition d'art, mais dépensent de l'argent tout autour et créent la richesse au pays. Mais c'est gratuit l'entrée pour ces touristes-là aussi. Bien sûr. C'est pour ça que je disais que la valeur ajoutée, vous savez, c'est souvent ça un musée. Hein. Dans le monde entier, on peut compter sur le bout des 5 doigts les musées qui rapportent de l'argent. Un musée ne rapporte pas de l'argent sonnant et trébuchant. Pourquoi? Parce que la logistique, vous voyez, tout ce que je vous ai dit là, ça coûte beaucoup d'argent. Et même si vous faites payer les gens, parce que ça doit rester démocratique, ce n'est pas un concert d'une star, c'est un objet démocratique. Donc on fait des entrées, parfois même c'est gratuit pour les nationaux. C'est un objet de vulgarisation. Donc ce n'est pas les tickets qu'on va payer pour entrer voir un musée qui vont permettre de compenser les dépenses qui sont lourdes et mettre de la climatisation pour conserver. Ça, c'est la force publique qui prend en charge. En revanche, on fait la gratuité pour visiter le musée, mais comme je vous l'ai dit, pour se déplacer de son hôtel à la présidence, on va prendre un taxi jaune. Quand on va sortir au bout d'1 heure et demie, on a soif, on a faim. On va aller manger au restaurant d'à côté. Pour rester en Vienne de si loin, on ne va pas reprendre l'avion le soir même. On reste dormir. On met de l'argent dans les hôtels. C'est tout l'écosystème autour qui crée la richesse. Mais s'il n'y avait pas eu cet objet, ces gens ne seraient pas venus. Ils n'auraient pas pris de taxi, ils n'auraient pas mangé, etc. Vous voyez, et donc, ils vont venir, et sortis de l'exposition 1 heure et demie, ils vont dire, tiens, et si on allait à Ganvier? Et si on allait à tel endroit? Vous voyez, donc, un produit crée un écosystème de richesse. Et parfois, ce qu'on croit être gratuit, en réalité, est payant, mais pas directement. C'est de manière indirecte. C'est toute la stratégie qui est mise en place. Oui, si vous permettez, Gauthier Chédédé, puisque vous parliez de la presse qui sera là déjà le 19 pour le premier 18, jour, le 18, pour participer déjà à la cérémonie. Ou bien c'est le 18, oui, alors, la cérémonie. Le 18, c'est la presse, les collectionneurs, les spécialistes.
Ça, c'est le 18. Le 18. Le 19, c'est en présence du chef de l'État, c'est ce qu'on appelle le vernissage, avec le chef de l'État et les grandes institutions, les VIP béninois, qui seront là, les têtes couronnées, etc., qui seront autour du chef de l'État. Ça, c'est le 19. Et puis le 20, ouverture au grand public. Voilà, après cette étape, est-ce que la presse aura toujours la possibilité d'aller sur les lieux pour faire des reportages? Bien entendu. Que ce soit la presse nationale ou internationale. Absolument. Il y a la direction de la communication de la présidence, qui est l'interlocuteur principal, qui accueille, qui gère d'ailleurs toute cette presse internationale qui est attendue le 18, qui sera toujours à l'écoute pour accueillir tout le long des 3 mois d'exposition. La presse est la bienvenue. Alors, Alassane Sani, j'ai envie de demander, ce modèle de présentation, est-ce que c'est vu déjà ailleurs ou bien le Bénin a encore innové? Je pense que le Bénin innove. C'est une très bonne question parce que je n'ai pas le souvenir. Bon, il faut dire aussi que il y a eu un concours de circonstances qui finalement nous a amené à l'innovation, pour être tout à fait honnête. Le schéma initial, c'était que les objets restitués par le Quai Branly arrivaient et étaient acheminés. Leur destination finale, ce sera le musée qui est en cours de construction à Abomey, dans le site palatial, le musée de l'épopée des rois et de la reine du Dahomey. Ce musée ne sortira de terre que dans 2 ans. Les objets nous ont été restitués en octobre et on s'est dit où est-ce qu'on les met entre octobre et 2 ans où les objets pourront. Il y a un autre musée qui, lui, est très avancé et c'est là qu'on comptait les mettre au départ. Il n'était pas question de la présidence au départ. On comptait les mettre au fort portugais de Ouida, où il y a dans le fort un musée qui est en cours de construction, le musée international de la mémoire de l'esclavage, mais à l'entrée du fort portugais, sur la droite, vous avez la maison du gouverneur qui a été rénovée, qui est prête et qui aurait pu être effectivement la destination de l'aéroport le 10 novembre, là, vers le fort portugais. C'était le scénario initial. Et on s'est rendu compte que, puisque, certes, cette maison du gouverneur est prête à accueillir, mais l'ensemble du chantier du fort portugais n'est pas terminé. Il y a encore ce musée international de mémoire de l'esclavage qui est à l'arrière du fort portugais et qui est en cours d'achèvement. Nous n'avons pas voulu que nous allions présenter ces objets dans un site encore en chantier. Vous voyez? Donc voilà, c'est tout ça qui a mené à se dire, mais où est-ce qu'on les met? Et le chef de l'État, très généreux et très visionnaire, a dit, mais mettons-les à la présidence, faisons d'une pierre deux coups, on a les espaces. Et c'est aussi l'occasion pour moi, depuis le premier quinquennat, on attend le deuxième quinquennat, d'ouvrir ce palais de la présidence au public. Et il a insisté, on aurait pu faire des entrées où les gens entraient directement dans la salle des fêtes sans passer par le palais parce qu'on dit que c'est une zone sécurisée. Bien sûr, les bureaux du palais seront sécurisés, c'est normal. Mais les extérieurs, ces magnifiques jardins, il a voulu aussi les ouvrir à la population pour qu'ils voient, voilà, les efforts qui sont faits, comment ce palais est aussi à l'image de l'ensemble du Bénin, qui est dans une forme de, oui, révélation. L'intitulé de l'exposition s'appelle « De la restitution à la révélation ». Donc l'idée, c'est aussi de révéler le palais aux Béninois, qu'on fasse, comme je l'ai dit, d'une pierre 3 coups. On découvre le palais de la présidence, on découvre les 26 et on découvre les artistes contemporains. Donc là, c'est, comme vous l'avez dit, une manière, disons, de tourisme de façon générale, parce qu'on a vu, depuis que le palais a été rénové, la communication qui se fait, le chef de l'État veut effectivement que le palais soit présenté avec tout ce qui a été consenti comme effort. Donc c'est du tourisme aussi pour les Béninois de visiter ce palais-là qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux. Et pour évoluer maintenant, quelles sont les dispositions qui ont été prises? C'est vrai, vous avez évoqué la question sécuritaire qui est capitale dans ce processus-là. On sait qu'on est aussi dans une période d'une pandémie mondiale. Est-ce que sur cet aspect-là, il y a des dispositions particulières? Les dispositions particulières sont celles qui sont mises en place par le gouvernement et qui sont d'actualité. Le ministère de la Santé publie régulièrement l'état du dispositif sanitaire dans l'administration et au Bénin en général. C'est le même dispositif qui sera mis en place. Il y a la possibilité, évidemment, de masques et de gel qui seront, les gens arrivent avec, ou si les gens ont oublié,
pour pouvoir rentrer dans le palais. C'est normal, on met un masque, on a du gel, il y en aura à la guérite d'entrée, il y en aura aussi avant d'entrer dans le musée. Et tout le reste des dispositions sont celles sanitaires, générales qui sont mises en place. Il n'y aura pas de choses extraordinaires de ce point de vue-là. C'est vraiment toute la logique sanitaire en cours. Si nous avons un pic d'alerte pendant les 3 mois, l'entrée et les visites s'adapteront. Mais pour l'instant, on reste sur les normes qui ont été promulguées par le ministère de la Santé. Donc, passe sanitaire obligatoire. Exactement, exactement. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, le retour de ces objets-là a forcément amené les autorités à prendre des dispositions pour des constructions des musées. Vous l'avez rappelé, dans 2 ans, on attend certains. Si l'étape du palais de la présidentielle est passée, ces objets-là seront pour le moment installés ou bien vont continuer par... Comme je vous le disais, le fort portugais et la maison du gouverneur étaient prêtes et auraient pu les accueillir. C'est parce que l'ensemble du site n'était pas terminé encore qu'on a voulu faire une transition. Et quelque part, j'ai envie de dire, vous voyez comment les étoiles s'alignent. Si on avait fait le premier scénario, c'est-à-dire du Quai Branly, 10 novembre, acheminement au fort portugais, imaginons que le fort portugais soit entièrement terminé, on n'aurait pas eu cette chance incroyable du diptyque, c'est-à-dire présenté. Parce qu'au fort portugais, on n'aurait jamais eu l'espace suffisant pour montrer 1500 mètres carrés d'artistes contemporains. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Ça a permis cette innovation et c'est pour ça que je rejoins votre question. Oui, c'est une innovation qu'on ouvre un palais à l'art. Souvent, vous avez des palais en Europe notamment où ils ont transformé l'Élysée, pour ne pas le citer, qui est un monument historique. Et donc, il y a les journées du patrimoine où on ouvre l'Élysée à la découverte au grand public. Les gens viennent découvrir le palais de l'Élysée. Mais il n'y a pas d'exposition, c'est le palais et cette dorure, parce que le palais en lui-même est un musée, parce que c'est un monument historique. Mais sinon, faire une exposition de cette envergure-là au sein des saints, je pense que c'est innovant. Concernant la suite, c'est que le MIM, donc Musée international de la mémoire de l'esclavage, qui n'est pas tout à fait fini, sera terminé à la fin de l'exposition à la présidence. Okay. Donc, la transition est parfaite. 22 mai, l'exposition se termine à la présidence. On démonte le contemporain et les 26 sont acheminés à la maison du gouverneur dans le fort portugais qui est terminé. Et pour l'été, le temps donc mai-juin, les objets sont installés dans la maison du gouverneur. Et pour les grandes vacances, juillet-août, tous les vacanciers béninois et autres touristes pourront continuer la découverte des 26 au fort portugais à Ouidah. Les pilleurs de ces objets béninois ne voulaient pas les retourner sous prétexte que vous ne pourriez pas avoir des conditions adéquates pour pouvoir les garder. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la construction de ces musées-là, vous êtes convaincu que toutes les conditions là sont réunies pour pouvoir maintenir ces objets et dans le temps, comme ça a été le cas de l'autre côté, sans qu'il n'y ait pas peut-être de disparition ou bien de dégradation de ces objets? Oui, nous avons pris toutes les mesures. Vous savez, on a affaire à un gouvernement de rigueur, de méthode, de sérieux, qui veut bien faire les choses. Il suffit parfois de voir certaines routes qui sont reprises, une troisième fois reprises parce qu'on estime qu'elles ne sont pas faites comme il le faut. C'était exactement dans cet état d'esprit que lorsque Emmanuel Macron a décidé de les rendre, ces objets-là, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire qu'il faut les prendre tout de suite. On dit, mais on les prend tout de suite. Pour les mettre où? Et c'est les mêmes qui vont dire on les remet dans la poussière. On a pris le temps qu'il a fallu. On a eu des critiques en disant mais pourquoi? Mais oui, vous pouvez les prendre. Non. Le chef de l'État, le gouvernement a dit on donne les conditions. C'est même pas tant pour les autres. Les objets nous appartiennent, mais pour nous d'abord, pour qu'on puisse être digne de ça. Mais surtout, j'ai envie de dire parce que ces objets aujourd'hui sont un patrimoine universel. Voilà. C'est un devoir pour le Bénin de les conserver dans les meilleures conditions pour que le reste du monde puisse venir les voir dans les meilleures conditions. Et que cet argument, et le Bénin sert d'exemple et de leader pour montrer que le sérieux que nous faisons pour les accueillir ouvre la voie à d'autres pays pour dire les objets peuvent être rendus. Il y en a beaucoup d'autres pays dans des pays européens. Mais le préalable pour vous-même
c'est de donner les meilleures conditions pour leur accueil. Donc, on a pris toutes les dispositions, à la fois pour les accueillir ici et maintenant, mais aussi mettre en place un système qui va permettre de les garder dans les meilleures conditions dans la durée. C'est aussi ça. Donc, les musées qui sont en construction vont avoir des outils de gestion pérennes qui font que les aléas d'autres gouvernements qui viendront plus tard n'impactent pas, parce que comme je vous l'ai dit, c'est des coûts importants. Donc des systèmes vont être mis en place, des systèmes l'État sera toujours présent, mais des systèmes de fondation internationale qui permettent l'entretien, le financement et la pérennité de ces objets sont en pleine réflexion. Donc on est vraiment, mais il fallait évidemment amorcer la chose dans le sérieux pour montrer qu'on est à hauteur et à un niveau international désormais au Bénin pour de telles entreprises. Il n'y a pas d'inquiétude en ce qui concerne la qualité des ressources humaines au sein de ces musées-là. Est-ce que ces ressources-là sont d'ailleurs disponibles, puisqu'on voit de l'autre côté que dans des musées, c'est des gens qui sont là, qualifiés et disponibles tout le temps pour travailler sur ces objets. C'est une préoccupation que nous avons pris en compte très tôt. Et justement, le temps que, vous savez, le Bénin a souvent été, et c'est à la fois à notre honneur mais aussi regrettable, précurseur, pionnier dans plein de choses. On a les premières idées, mais pour tout ce qu'on appelle les béninoiseries, ces idées sont prises par d'autres, par les Sénégalais, par autres, et portées. Et après, nous, on se retrouve à la dernière roue du carrosse. Les choses sont en train de changer, clairement, où on est non seulement innovant, mais on garde la main pour porter le processus jusqu'au bout. Je dis ça pourquoi? Le Bénin a été promoteur de l'école du patrimoine africain, qui est à Porto Novo, et qui, pendant des années, a formé les plus grands conservateurs de musées d'Afrique. C'était au Bénin, à Porto Novo, que ça se faisait. Et les pays envoyaient des étudiants qui venaient se former et qui retournaient ensuite au Congo, en Afrique du Sud, gérer des musées. Sauf que on a l'outil de formation, on a les formateurs, sauf que nous n'avions pas de musée, où nos musées étaient dans un état un peu délabré, les palais, etc., etc. La force publique ne suivait pas cet effort de formation. Donc, on a plein de Béninois conservateurs qui se sont exilés ou qui ont changé de métier. Il faut bien vivre. Aujourd'hui, on a remobilisé tous ces gens-là pour qu'ils reviennent en disant la donne a changé. Vous avez une formation, vous pouvez la réinvestir maintenant dans votre pays parce qu'il y a 4 musées qui sont en cours. Il y a le musée d'Abomey dont j'ai parlé, sur les rois et la reine. Il y a le musée de l'esclavage au Fort Portugais. Il y a le musée du Vaudou à Porto Novo. Et il va y avoir le musée d'art contemporain, parce que les 100 artistes dont j'ai parlé, là, qui vont être démontés à la fin de l'exposition, les 100 œuvres de 34 plasticiens qui vont être démontées, pour qu'elles ne repartent pas uniquement dans les ateliers ou sur les marchés internationaux, le Bénin veut créer également un musée d'art contemporain, pour que les artistes béninois puissent être présents également dans un écrin sécurisé. Donc, 4 musées, on a besoin de conservateurs, on a besoin d'équipes performantes et formées. Il y a ces conservateurs qu'on va remettre à niveau pour leur dire des musées arrivent, donc ces Béninois qui ont été à l'EPA. On va réactiver l'EPA pour que cette école de formation reprenne vie. Elle a un peu souffert de manque de subventions, donc on va l'aider à reprendre son rôle de formation. Mais ce que nous avons fait, notamment pour ces objets-ci, et c'est vraiment à notre honneur, c'est que nous avions quand même un petit noyau de conservateurs, le conservateur du musée de Ouida, M. Calixte, nous avions comme M. Imoru, qui est conservateur du musée d'Abomey, qui était là, qui était parfois un peu, qui s'ennuyait parce qu'il n'y avait pas assez de matière. Ils ont été mis dans un circuit de formation accélérée. Et c'est eux qui ont participé à toute l'installation des 26 au Quai Branly. Donc, ils ont été remis à niveau, formés. Ils ont participé à l'exposition du Quai Branly. Ils ont vu donc comment on manipule les objets. Vous voyez, quand vous les voyez, ils ont des blouses blanches comme des médecins qui travaillent sur un patient. Parce que quand vous avez, par exemple, certains objets qui sont là depuis 3 siècles, qui sont fragiles, il y a un bras qui a un clou, il faut faire attention. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, ils ont participé à cette formation-là. C'est eux qui, tout seuls, après cette formation en France, ont veillé à l'accueil ici, le déchargement de l'avion, tout ce qu'on a vu le 10 novembre, ils étaient là, l'acclimatation, et c'est eux, tout seuls comme des grands, sans les formateurs du Quai Branly, ont monté l'exposition ici à la présidence. Donc on est rassurés.
On a les ressources humaines, encore peu nombreuses, mais on va, j'ai envie de dire que ça va aller en puissance. En même temps que les musées sortent, parce qu'il ne faut pas, si on les forme trop tôt, mais que les musées ne sortent pas de terre, ils vont encore perdre les acquis qu'ils ont eus. Donc la formation va aller de pair avec les musées qui sortent de terre. Et nous invitons évidemment beaucoup de jeunes à désormais s'intéresser à ces métiers-là de conservation pour pouvoir trouver du travail. C'est une équipe on a fait une simulation pour le musée, le premier musée qui va sortir, le MIM, musée de l'esclavage à Porto-Novo, à Ouidah. Eh ben, il faut environ 30 équipes directes qui vont travailler en permanence, 30 emplois directs pour la gestion du musée de Ouidah. Donc les 30, objectivement, aujourd'hui, on ne les a pas. Il faut les former, ils sont en cours pour pouvoir prendre ce premier musée de l'esclavage en charge. Donc votre option de coopération muséale ne sera pas tout de suite mise en œuvre puisqu'il n'y a que pour le moment un petit comité de ressources humaines capable quand même de gérer ces objets-là. Non, la coopération, pardon. Muséale, oui. Ça devrait faciliter la circulation de ces objets-là. Oui, absolument. C'est-à-dire que la coopération muséale, elle est à plusieurs niveaux. Elle est effectivement dans la formation des hommes et des femmes. Et donc, comme je vous l'ai dit, la formation continue. Il y a la formation continue parce qu'il y avait déjà des ressources qui étaient là, mais qui ont été un peu en sommeil. Donc, il faut les remettre à niveau. Donc, ça se poursuit dans le cadre de la coopération muséale. Il va y avoir, mais ça, ce ne sera pas tout de suite, dès que les musées vont exister et que le conservateur du musée va décliner sa politique, pour faire vivre son musée, il a besoin évidemment de faire circuler les objets de son musée, mais accueillir les objets d'autres pays. C'est dans le cadre de la coopération muséale aussi, et un musée vit de cette circulation des objets. Donc, elle est déjà à l'œuvre et elle va remonter en puissance, cette coopération muséale, au fur et à mesure. Oui. Alors, j'allais demander quelques consignes à l'endroit de ces Béninois et autres qui s'impatientent déjà de vivre ce moment historique à partir du vin. C'est de leur dire qu'ils sont les bienvenus, que nous avons travaillé dur pour eux, pour leur présenter le meilleur, pour que les engagements, en fait, nous, les équipes de terrain, tous mes collègues qui ont participé à ce travail en termes opérationnels, sont au service de la promesse du chef de l'État. Ça, c'est très important. Il y a des engagements, lorsqu'un chef de l'État prend des engagements, le 10 novembre, il a dit à la population, voilà, ces objets sont arrivés, donnez-nous un peu de temps pour bien préparer, vous les montrer, ça y est, c'est prêt. Et on se devait de le faire dans les meilleures conditions pour que la parole annoncée, que les actes que nous allons poser soient en phase avec la parole annoncée. Désormais, la balle est dans leur camp. Nous sommes prêts, nous les attendons. Nous les attendons dans l'ordre et la discipline, évidemment, pour que les choses se passent bien. Comme on vous dit, ce n'est pas une expo qui va durer un week-end, elle va durer plusieurs mois. Il y aura peut-être, s'il y a un engouement populaire fort, ce que nous espérons, des dates supplémentaires qui seront rajoutées. C'est ce qui s'est passé au Quai Branly. Ils ont été débordés par le succès, ils ont dû rajouter des supplémentaires. On se réserve également ce droit-là, même si, comme je le dis, on est à la présidence et qu'il y a évidemment des gens qui travaillent, etc. Mais voilà, il y a un enthousiasme populaire que nous appelons... On a vu l'enthousiasme au moment du retour. Et il faut maintenant qu'il se traduise par les visites à la présidence. Tous les moyens leur sont donnés, qu'ils n'hésitent pas. Il y a plusieurs canaux qui leur sont offerts pour poser des questions, appeler des numéros, pour comprendre comment ça se passe, qu'ils posent des questions. C'est vraiment un dispositif qu'on a voulu le plus simple possible, tout en tenant compte, vous l'avez dit, des règles sanitaires et des règles de sécurité parce qu'on est au palais de la présidence. Mais pour le reste, le chef de l'État lui-même est dans une volonté de simplification, pour que ça ne devienne pas un calvaire ou un parcours du combattant pour accéder à cette exposition événement. Oui, nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission, mais il y a une question quand même qui me tient vraiment à cœur avant de clôturer. Est-ce que vous avez l'impression, puisque durant toute l'émission, vous parliez des artistes béninois, visuellement qui sont aussi pris en compte dans ce processus-là, est-ce que vous pensez que ces objets royaux-là vont impacter leurs œuvres réellement, ce qu'ils font aujourd'hui? On en est convaincu. Vraiment, vous me posez la question à titre personnel, j'en suis convaincu. J'ai parlé du tressage de cordes. Je
je crois que c'est l'histoire de l'humanité. Nous venons de quelque part et nous sommes héritiers de ce qui nous est apporté. Et c'est parce que justement, vous savez, la question du patrimoine et la question de la conservation de l'ancien, ce n'est pas juste pour faire beau. C'est aussi pour que les nouvelles générations se souviennent qu'elles viennent de quelque part et comment ce quelque part peut les inspirer pour le futur. Si on n'a plus d'objets, si on n'a plus de référents, bah, on va en trouver ailleurs. On va en trouver ailleurs. Il y a dans notre histoire, dans l'architecture traditionnelle, dans les modes de consommation alimentaire traditionnelle, dans la création artisanale et artistique traditionnelle, des sources d'inspiration qu'il faut tout le temps présenter de manière régulière aux générations actuelles pour qu'elles puissent s'en inspirer. Il ne s'agit pas de reproduire, les temps changent, mais savoir que ça existe et comment je peux transformer cela. Je donne un exemple dans un autre registre tout à fait. Vous savez, on a, de manière traditionnelle, on a le goman. On dit, tout le monde aime le goman, c'est un plat traditionnel béninois. Mais vous avez aujourd'hui des jeunes chefs qui, ayant découvert le goman, prennent cette même plante que nous connaissons tous, la transforment, c'est toujours la même plante, la transforment et en font, je dis, salade de goman. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu ça, il n'aurait pas eu cette inspiration-là. Donc oui, les objets qui vont être montrés, et je vous assure, et je prends mon engagement, moi personnellement ici, de dire que le choc que nous avons tous eu, nous les avions vus en photo, ces objets. Ouais. Certains avaient eu la chance de les voir. Tous n'étaient pas exposés. Certains étaient dans les réserves. Mais quand Macron a décidé, à la demande du président Talon, de les rendre, les 26 ont été présentés au Quai Branly. Et on a eu tous vraiment un effet de sidération devant leur beauté, devant la qualité du travail. Et forcément, cette exigence-là, certains même parmi la délégation disaient « mais… les artisans de l'époque sont plus forts que les artistes d'aujourd'hui. Ce n'est pas une question de plus fort, mais c'est sidérant de voir ce travail qui a été fait il y a 3 siècles et ce serait le diable si nos artistes aujourd'hui, et je suis sûr, forcément, vont avoir des sources d'inspiration qu'ils vont transfigurer, transformer à leur manière pour les générations futures. Voilà, votre mot pour clôturer cet entretien. Merci beaucoup de votre accueil. Merci de nous donner l'opportunité de vulgariser, de partager. Nous sommes toujours disponibles. Il y en aura d'autres, j'espère, d'émissions tout au long des 3 mois pour venir à chaque fois. Et puis, j'espère que vous aurez aussi, je ne doute pas, le micro tendu auprès des Béninois suffisamment pour recueillir très actif leurs impressions. On a besoin de leurs impressions aussi pour nous améliorer. Merci. Merci à vous, Monsieur José Plia. Vous êtes le conseiller du chef de l'État, patrimoine, tourisme. Merci. Avec vous, nous avons eu l'occasion d'avoir un peu plus d'informations sur comment est-ce que le déroulement de l'exposition se fera à partir du 19 ou bien 20 précisément février prochain du Palais, du côté de la présidence de la République. Vous le savez, les 26 trésors royaux sont rentrés au bercail depuis novembre dernier. Les Béninois ont la soif, bien entendu, de découvrir ces objets-là qui ont quitté le territoire des siècles durant. Donc, c'est le moment pour eux de faire massivement le déplacement, en tout cas à partir du 20 prochain, pour voir à quoi ressemblent aujourd'hui ces trésors royaux. La disposition a été prise, et il a rappelé au cours de cette émission, pour que tous les Béninois qui ont l'envie de voir ces objets-là puissent faire le déplacement et toucher du doigt la réalité. Merci à toutes et à tous. Le rendez-vous, bien entendu, du côté du Palais de la Présidence, c'est le 20 février prochain, et passez un excellent moment en compagnie des programmes de GovTV Africa.